Pour les balayer là-dessus, quoi. Oui, en fait, mais avant, c'est pas grave, c'est pas cher, c'est la France, il y a obligé de la France, c'est-à-dire je leur rappellerai que je suis à la oui, mais à la fin de la présentation. Voilà, c'est les enfants, vous allez donc moi, j'avais chez le ministère. Et du coup, ça me fait trois voilà, je voulais faire sur le plan ça a l'air après, ouais, à la base, on ne pas partir cette année. Je pensais pas, c'est pas qu'on allait être dedans. Un peu en non, je suis en Bretagne et parce qu'en fait, on s'est dit à la base que les papiers, on avait des tickets, tu vois, ça fait après, en fait, on les a dit que parce que ça n'a jamais été fait l'équipement de parce que d'abord, un truc à faire, et non, moi, je suis arrivée en tout cas, et aussi, en fait, les parents, enfin, c'est pas des expériences et là, du coup, je réponds en fait, ça veut pas le dire que mon fait, c'est hier soir. Oui, en plus, je suis restée dans le groupe qui parle de l'anglais. Du coup, moi, je suis juste là, je suis en plus. Il y en a un qui parle de l'anglais, je la en plus parce que voilà, tu vois, je suis très bien. En fait, il y a personne qui a fait quoi, mais tu fais une interview sur un final, devant un sport avec un mec. Bah, bah oui, en fait, ça me fait rien. Et après, j'avais des messages, en fait, sur mes questions avec moi, ça me dérange pas. Donc, moi, je suis gentil. Personne m'a dit, parce qu'en fait, je fais des messages, on doit être à l'aide, parce que moi, je fais les nanas, en fait, je suis là, je parle. Personne ne le fait. Du coup, genre, deux fois l'école qui m'a contacté. En fait, il y a un mec qui passait en vidéo. Je pense que c'est une heure et demie. On parle de l'année. Ils ont plein de questions pour un festival international. C'était en petit. Je comprenais. J'ai parti, donc c'est raconté. Il n'est pas, et je l'ai pas compris. C'est pas grave, mais je savais pas, je savais pas, je fais là, c'est là, des modifications avec sa tête. Vraiment, je sais pas pourquoi là. Je pense que c'est pas content dessus.
Je pars à Atlanta en vacances, c'est le New York State, des mobilités. Les L3 sont demandé, je suis arrivée, je suis allée pour des feuilles, et il y a plein de connaissances. Je dirais qu'il y a une erreur de réflexion. Ils m'entendent pas. Du coup, vous êtes bon, c'est OK? Oui, Ça marche. Bienvenue à tous. Bienvenue à la 10e édition des ANED. Moi, je m'appelle Esther Tussel, je suis étudiante en M1 à Prisme et je vais être l'animatrice de cette conférence donc, sur Biocynisme, animée par Madame Parache, que je vais présenter maintenant. Donc, Madame Emmanuelle Parache a été diplômée de Toulouse Business School, donc c'est une alumni, et de Toulouse School of Management, mais elle est également apicultrice et elle a créé la société donc, Biocynisme en 2012 pour inciter les entreprises à intégrer la biodiversité comme un critère stratégique dans leurs activités. Elle accompagne les entreprises dans la prise en compte de la biodiversité dans tous leurs projets et en assistance à maîtrise d'ouvrage biodiversité, pardon. Et donc, elle dispose d'une grande expérience de la valorisation de la biodiversité au sein de projets d'aménagement ou de promotion immobilière. Madame Parache est également élue à la CCI, donc elle représente le président de la CCI Occitanie à l'Alliance régionale de la biodiversité en Occitanie et le président de la CCI France au Conseil national de la transition écologique, le CNTE. Et donc la conférence va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, on aura 30 minutes d'intervention par Madame Parache. Et dans un second temps, on aura 15 minutes de questions. Donc je vous invite dès maintenant à réfléchir à des questions à poser en fin de séance. Et je vous rappelle juste qu'avant de sortir de la séance, il faudra que vous attendiez qu'on vous vive pour bien montrer votre présence. Merci à tous et je laisse la parole à Madame Parache. Merci de
Merci de l'intro, merci de l'accueil. Alors, vous avez tous vu Jean Co ce matin? C'est bien? Vous savez tout du carbone, donc. Oh là, non, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire le quiz. Hein. C'est pour ça, pour savoir un peu ce que vous avez retenu. Alors, le sujet du carbone, c'est très intéressant, celui de la biodiversité aussi. Alors, on n'a pas de personnes aussi charismatiques au niveau de la biodiversité pour en parler. Donc, peut-être que le président du Musée d'histoire naturelle, qui est quand même assez engagé et qui est beaucoup dans les médias. Donc, moi, je vais vous parler de ce sujet-là. Et je vais commencer peut-être, si vous voulez, par me présenter, puisque je suis une alumni. On le fait comme ça ou on le fait à la fin? On le fait comme ça, ok. Donc, moi, j'étais à votre place il y a longtemps, je ne veux même pas faire de calcul mental. J'ai occupé des fonctions direction, marketing, communication en sortant de l'école. Un peu classique, enfin, à mon époque, c'était assez classique de pouvoir faire ce genre de parcours. Et puis, au bout d'un moment, je suis partie sur la création d'entreprise. Et j'ai commencé à créer une entreprise dans le domaine de la voix sur IP. Donc, ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, mais en fait, vous l'utilisez tous les jours, c'est la voix sur Internet. À l'époque, Freebox n'avait pas encore sorti enfin, Free n'avait pas encore sorti sa Freebox. Donc, on était très en avance de phase et on faisait un logiciel de standard téléphonique, en fait, en voix sur Internet. Bon, il se trouve qu'on était très en avance de phase, et puis 2 ans, on n'a pas pu continuer. Donc, chacun, je suis associée avec des ingénieurs de l'INSA, on est chacun reparti suivre nos voies. Et moi, j'ai été cooptée sur une autre création d'entreprise dans le domaine du solaire photovoltaïque. Ça aussi, vous devez le connaître, hein, donc on produit de l'électricité des panneaux solaires. Et sur des fonctions marketing, développement. Donc là, on se rapproche un petit peu du développement durable. Et cette société, au bout d'un moment, le gouvernement a changé le tarif de rachat d'électricité. Et du coup, c'était très compliqué pour les entreprises qui n'avaient pas une surface financière très importante de résister. Donc, la société s'est arrêtée. Et je me suis dit, je vais repartir sur une création d'entreprise. Donc, j'ai cherché un sujet. Le développement durable me plaisait beaucoup, plus le solaire thermique que le photovoltaïque. Et j'ai commencé à creuser des sujets liés au développement durable, et notamment le tri du papier en entreprise. Alors maintenant, ça se fait beaucoup, mais il y a 11 ans, 12 ans, ça se faisait très peu. Il y avait beaucoup d'acteurs sur le sujet. Et donc, en allant chercher et en essayant de creuser ces sujets, en rencontrant différentes personnes qui avaient du sens par rapport à ces sujets-là, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu ensuite mon associé, qui, lui, travaillait dans un bureau d'études environnementales et qui est donc désensibilisé aux sujets environnementaux et qui m'a parlé d'une idée qui semblait super farfelue de mettre des rues dans les entreprises. Donc, je trouvais ça très bizarre, assez intéressant. Et en bonne TVS, j'ai benchmarké pour savoir s'il y avait un marché, s'il y avait un modèle économique, s'il y avait des entreprises intéressées par ça, quels étaient les concurrents, etc. Et c'est comme ça qu'est né Biosénis, au départ essentiellement sur l'implantation de ruches dans les entreprises, mais je vous en parlerai après. Voilà, c'est pour vous retracer un peu comment j'arrivais aujourd'hui devant vous, et puis peut-être aussi, si vous êtes intéressé par ces sujets de biodiversité, de carbone, etc., montrer que c'est possible de pouvoir, sans background scientifique environnement, de pouvoir arriver à faire des choses sympas dans ce sujet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de la biodiversité. Pour vous, c'est quoi? Je me pose la question parce que c'est intéressant, c'est un mot un peu complexe. Vous avez aucune idée de ce que c'est? Allez-y, ouais. Ça peut être la permaculture, oui, donc ça c'est le fait de pouvoir faire des cultures potagères ou autres en utilisant effectivement une espèce d'écosystème. Qu'est-ce que c'est aussi la biodiversité? Tous les êtres vivants, effectivement, en effet. Donc, dont nous ne sommes qu'un maillon de la biodiversité. D'autres idées? Non? Bon, alors je vais vous en donner. La biodiversité, c'est ça. Vous voyez, donc c'est une définition un peu sympa. C'est à la fois le vin que vous ne manquez pas de boire, j'imagine, les paniers en osier qui étaient à partir d'osier, hein, donc matière naturelle.
C'est la nappe qui doit être en coton ou en chanvre, produit issu de la biodiversité. C'est également toute l'alimentation. Donc, comme vous parlez de permaculture, ben, c'est en lien, hein, toute notre alimentation. Ça, c'est de la biodiversité. C'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, l'herbe, les végétaux. Ça aussi, c'est la biodiversité. Et là, on n'a pas d'espèce animale, mais effectivement, vous parlez de tous les êtres vivants, c'est effectivement tous les êtres vivants, que ce soit végétal ou animal. Alors, pour être un peu plus précis et sans aller dans des définitions très complexes, la biodiversité, c'est à la fois la diversité des écosystèmes, les forêts, les zones humides, les plaines, les déserts, etc. C'est la diversité des espèces, donc les espèces animales, les mammifères, les insectes, les oiseaux, etc. Et c'est également la diversité au sein même de ces espèces. Donc, au sein d'une même espèce d'oiseau, ben, il y en a plus, il y a une diversité. Donc, ça s'appelle des bactéries. Hein. Les bactéries, c'est partie de l'écosystème et de la biodiversité. Et en fait, ce qui est très complexe dans la biodiversité, ce sont les interactions. Et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus complexe que le climat. Le climat, si on schématise, si vous avez bien écouté ici, c'est assez simple. Il y a des émissions de gaz à effet de serre. Si on diminue les émissions de gaz à effet de serre, on va avoir un impact, on diminue le réchauffement climatique, et voilà, ça. La biodiversité, c'est beaucoup plus complexe parce que ces interactions-là, on ne les connaît pas toutes. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Ce beau papillon, pour vous expliquer. Ce papillon s'appelle l'azuré du serpolet. Et c'est un beau papillon et il a pour caractéristique... alors, il a disparu complètement d'une île au large de la Grande-Bretagne. Et les scientifiques se sont demandé pourquoi ce papillon avait disparu. Ils ont posé la question, ils ne voyaient pas pourquoi ce papillon avait disparu. Donc, ils sont allés creuser pour savoir comment ce papillon, quel était son mode de vie, comment il se reproduisait, etc. Donc, ce papillon, en fait, il pond ses œufs sur alors, on l'appelle l'azuré du serpolet. Le serpolet, c'est du thym, en fait. C'est pareil. Donc, le papillon va pondre ses œufs sur du thym. Au bout d'un petit moment, les œufs tombent par terre. Et ils émettent des signaux chimiques, des phéromones, pour attirer les fourmis. Et ils se font passer pour des œufs de fourmis. Les fourmis les amènent à la frontière et commencent à s'occuper d'eux, à les nourrir. En échange, ils leur donnent une sécrétion sucrée, qu'on appelle le miella, en fait. Donc, pendant 10 mois, à peu près, il y a cette espèce, c'est pas tout à fait une symbiose, hein, mais cet échange de services involontaires hein, de la part des fourmis et des larves, des œufs de papillon ici. Et au bout de 10 mois, les larves, les œufs se transforment en chrysalides et 2 semaines après, les papillons s'envolent et ainsi de suite. Et en fait, la disparition du papillon, elle est due à la disparition des lapins sauvages. Pourquoi? Quel est le lien entre les papillons et les lapins sauvages? Ben, c'est que les lapins sauvages, ils ont été décimés, il y avait une maladie, et genre myxomatose, j'avoue que je ne sais pas exactement laquelle, et les lapins sauvages ont beaucoup diminué, la population a beaucoup diminué, et les lapins sauvages, ils mangent l'herbe. Et pour qu'il y ait une fourmilière, il faut une certaine hauteur d'herbe. Parce que si l'herbe est trop haute, il fait trop froid, et les fourmis ne peuvent pas se développer. Donc en fait, comme il n'y avait plus de lapins, l'herbe a poussé, les fourmis ne pouvaient plus faire de fourmilière, et donc les papillons, quand ils faisaient leurs larves, les œufs tombaient au sol, mais n'étaient pas assez. Et c'est comme ça qu'on arrive à une extinction d'espèces. Donc vous voyez que c'est hyper complexe. Et les scientifiques ont mis 20 ans à réintroduire la système. Donc quand on est sur le vivant, on est sur des choses, des interactions qui sont hyper fines et qui sont très longues à reproduire. Pour vous donner l'exemple qui est un peu magique, il y en a plein hein, dans la biodiversité de ce type d'exemple, avec des interactions très très fortes. En premier lieu, la photosynthèse, d'ailleurs, qui est hyper intéressante. Et alors justement, on en parle. Donc on a vu c'est les espèces vivantes, donc végétales et animales, mais c'est aussi ce qu'on appelle les services écosystémiques. À votre avis, comment on fait pour respirer? C'est grâce à la biodiversité. C'est-à-dire que si on n'a pas de plancton végétal et si on n'a pas d'arbres, on ne respire pas. C'est embêté. Ça filtre l'eau, ça tient les sols, ça produit de quoi tricoter, faire des jeans, ça rend le sol fertile. Donc en fait, il y a tout un tas de ce qu'on appelle le service écosystémique. Alors, c'est une approche anthropocentrée, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a inventé ça. Hein, c'est par rapport au service que la nature rend à l'homme. Donc elle nous rend
un tas de services, notamment aussi culturels. Quand vous allez faire de l'acrobranche, vous allez vous balader dans la forêt, chasser, pêcher, courir, je ne sais pas. Ça fait partie des services qui sont rendus gratuitement par la biodiversité. D'ailleurs, on s'amuse, et peut-être qu'un jour en finance, on le ferait, à calculer ce que ça coûte. Combien ça coûte un service qui n'est plus rendu. Moi, je peux vous donner l'exemple de la pollinisation. Donc, les pollinisateurs, ils sont indispensables pour la reproduction de beaucoup de notre alimentation. Ben, si on perd les pollinisateurs, bon, au-delà du fait qu'on a du mal à rendre le service qu'ils font, c'est 153 milliards d'euros par an dans le monde. Donc, et 2 milliards d'euros en France, tous les ans. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toutes les cultures qui avaient besoin de pollinisateurs. On a estimé la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de ces cultures. C'est comme ça qu'on arrive à ces chiffres-là. Et en fait, on essaie de plus en plus souvent de mettre des coûts pour sensibiliser tout un chacun, et surtout les entreprises, à ce sujet de la biodiversité. Donc, estimez-vous heureux de respirer gratuitement parce que ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un super vieux film avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Total Recall. Normalement, c'est hyper vintage. Normalement, vous l'avez vu. Voilà. Là, à un moment donné, ils sont obligés de payer pour respirer. C'est assez triste. Donc, j'espère que ça ne sera pas notre cas. Pour finir sur le tableau de la biodiversité, on a 40% des insectes qui sont en déclin et on estime qu'ils pourraient disparaître d'ici 30 ans. Alors, on dit les moustiques, tant mieux, hein, sauf que les insectes nous rendent des services hyper importants, notamment toute la dégradation des déchets, le compost, au niveau des sols, du bois, etc., etc. Et ce qui est très embêtant de cette disparition, c'est la vitesse. Ce n'est pas tellement qu'ils disparaissent, c'est le fait que ça disparaît extrêmement vite. Un tiers des oiseaux ont disparu, surtout dans les campagnes, hein, c'est lié beaucoup aux pesticides, en fait, la disparition des oiseaux. 38% des chauves-souris, ça c'est lié beaucoup à la pollution lumineuse. On artificialise beaucoup les terres, vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, en fait, en construisant, on met du béton sur le sol, que ce soit pour les routes, des constructions, etc. Et en fait, on lui fait perdre toute sa fonction d'infiltration, mais aussi sa fonction de fertilité. Donc, 65 000 hectares de terre, ça fait l'équivalent d'un département comme la Loire-Atlantique tous les 10 ans. C'est énorme, très, très important. Des risques de pandémie croissants, je pense que vous le savez. Si jamais vous ne le savez pas, je vous le dis, le Covid, c'est la perte de la biodiversité. Si les hommes ne fragmentaient pas les habitats, n'allaient pas faire de la déforestation, on n'aurait pas d'espèces qui ne devraient pas se rencontrer, qui se rencontrent avec des transmissions, ce qu'on appelle des zoonoses, donc des virus qui passent à l'espèce humaine. Et donc, il va y en avoir de plus en plus. Il va falloir s'habituer. Et donc, tout ça fait qu'on parle de 6e extinction massive. Alors, il faut savoir que les 5 premières, c'est des phénomènes naturels. Donc, des météorites, voilà. La 6e, ça sera la nôtre. Bon, je pense que la planète survivra, mais pas l'espèce humaine. J'espère que je n'ai pas trop mis le moral à zéro. Bon, l'idée, c'est qu'on a quand même un petit peu de marge, pas beaucoup. Hein. On n'a vraiment pas beaucoup de marge. 2050, voilà, donc c'est quand même dans pas très longtemps. Il y a quand même des actions qu'on peut mettre en place. Donc, juste un rappel sur les causes de perte de la biodiversité les plus importantes. Et là, c'est des causes qui sont mondiales, en fait. Hein. C'est la destruction, la fragmentation, l'artificialisation des habitats naturels. Donc, ça, c'est le développement qui fait qu'on va sur d'autres lieux. L'introduction d'espèces envahissantes. C'est à la fois, vous avez dû en entendre parler, le photosynthèse, des espèces végétales qui vont coloniser et remplacer d'autres espèces. Et donc ça, c'est un élément très important. La pollution des sols, de l'eau et de l'air. Donc, beaucoup d'entreprises sont responsables, et de particuliers aussi sont responsables. La surexploitation des ressources. Vous avez dû entendre parler de la surpêche, notamment. Mais ça peut être de nombreuses autres ressources. Et bien sûr, les changements climatiques, parce que biodiversité et changement climatique sont extrêmement liés, et l'un agit sur l'autre. Si on vient du côté des entreprises. Ouais. Ah oui, j'y suis. Ah oui, alors sacrément que j'accélère. Alors, je vais accélérer. 40% de l'économie mondiale repose sur des produits ou des services écologiques, donc ce qui est important. Et donc, 100% des entreprises ont une dépendance mais surtout un impact vis-à-vis de la biodiversité. Donc, pourquoi elles s'intéressent au sujet de la biodiversité?
parce qu'on a, heureusement, il y a une montée en conscience. Je pense que vous-même, vous êtes assez sensibilisés. Et puis, il y a tout un tas de réglementations qui sont en train d'arriver pour justement arriver à pouvoir fonctionner et conserver le niveau de bien-être qu'on a. Le premier, c'est celui de la COP15 qui fixe le cadre mondial de la biodiversité, avec un objectif de restauration de la biodiversité à 2050. Hein, donc, le projet, c'est de vivre en harmonie avec la nature. Ça fait un peu peace and love, mais c'est vraiment, vraiment ce qui est mis en œuvre. Le deuxième, vous en avez entendu parler, ou peut-être vous en parlerez, c'est ce qu'on appelle la taxonomie européenne. En simplifié, c'est qu'on va flécher les investissements financiers vers des entreprises qui sont les plus vertueuses et qui donc respectent cette classification-là, c'est-à-dire toutes celles qui mettent en place des plans d'action pour l'atténuation du changement climatique, pour l'adaptation, pour l'utilisation durable des ressources, celles qui s'engagent vers une économie circulaire, celles qui préviennent et réduisent la pollution, et celles qui protègent et restaurent la biodiversité. Donc, dès qu'on touche au nerf de la guerre, qui est l'argent, ça permet de pouvoir flécher ça. Et il y a un autre élément réglementaire, il y en a plusieurs, mais qui est, vous avez peut-être aussi entendu parler, des nouvelles directives européennes CSRDS, qui touchent le rapport extra-financier des entreprises et qui vont flécher pareillement. L'idée, c'est de pouvoir comparer et évaluer les entreprises entre elles. Donc ça, c'est au niveau européen. Hein, et donc, avec un certain nombre de standards, parce qu'il faut pouvoir comparer tous les standards. Donc, c'est des définitions de standards qui vont, les entreprises seront obligées de s'appliquer, qui vont permettre de comparer. Et la nouveauté, c'est qu'on a un indicateur sur la biodiversité qui est sorti et qui s'appelle le SRS 4. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à venir sur l'accompagnement des entreprises sur ces sujets. Je vais passer plus rapidement sur ça parce que c'est la partie réglementaire pour vous parler de choses plus concrètes qu'on peut faire auprès des entreprises. Donc, quel intérêt pour les entreprises d'intégrer la biodiversité à part le réglementaire? On a vu qu'il y a un contexte voilà, qui est intéressant. D'abord, ça leur permet de maîtriser leur risque d'exploitation. Si vous avez une ressource, comme vous êtes une entreprise et une ressource qui dépend de la biodiversité, si un jour il y a cette ressource, vous avez un problème. Je vous donne un exemple. Peut-être vous connaissez la marque Gibson, qui fait des guitares. Et ils étaient spécialisés ils faisaient des guitares en bois de rose. Et un jour, le commerce du bois de rose a été interdit. Et ils se sont retrouvés que le lendemain à pouvoir faire des guitares. Alors, après, ils ont un autre bois pour faire leur guitare. Mais ça a bloqué. Et là, on a de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de problématiques d'accès aux ressources naturelles. Donc ça, c'est intéressant pour elles de maîtriser ce risque-là. Il y a le risque de réputation et d'enjeux de responsabilité. Exemple de Nutella. Qui mange encore du Nutella? Bon, moi aussi, c'est bon. Mais il y a eu du Nutella bashing à raison, hein, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui utilise extrêmement beaucoup d'huile de palme dans son Nutella. Du coup, qui a une action de déforestation très importante du côté de Bornéo, qui menace à la fois les orang-outans et qui relâche beaucoup de carbone. Donc, eux, ils ont beaucoup ramé pour essayer de trouver de l'huile de palme certifiée bio, durable et tout. Bon, on peut avoir quelques doutes, mais enfin, en tout cas, ils ont perdu beaucoup de parts de marché à cause de ça. En fait, hein. Donc, on peut vraiment faire vers péricliter des entreprises qu'on ne prend pas du tout en compte ces éléments-là. Il y a des risques réglementaires ou juridiques. Les assurances commencent, alors elles ont déjà commencé à avoir des primes d'assurance plus faibles pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE. Parce qu'en fait, ces entreprises-là, elles présentent moins de risques. Donc, du coup, ça se reporte sur le financier. Pareil, les banques, elles ont des taux d'intérêt bonifiés pour les entreprises qui soient engagées dans des démarches RSE ou biodiversité, enfin voilà, en tout cas, ou une action concrète. Donc là, on est en train de bouger un peu les lignes. Et au-delà de maîtriser des risques, c'est aussi créer la valeur. On parlait de Nutella, mais vous devez connaître Patagonia. Alors, Patagonia, c'est l'exemple même de l'entreprise vertueuse, puisque le propriétaire, avant de décéder, a transmis toute son entreprise à une association qui œuvre, et donc la totalité de ses fonds œuvre pour la protection de l'environnement. Et c'est lui qui avait fait la fameuse pub N'achetez pas cette veste.
pour justement arriver du fait qu'on n'avait pas besoin d'être dans une société de consommation. Donc, à partir du moment où on avait un produit, quel qu'il soit, qui était bien fait, bien pensé, etc., on n'avait pas besoin d'acheter. Donc, le contraire de chier. Et donc, le fait de pouvoir créer de la valeur, c'est aussi très important. Quand alors vous n'allez pas tout de suite travailler, mais dans pas longtemps. Non, je vois que vous n'avez pas envie de bosser, ok. Le jour où vous voudrez travailler, sans doute que l'entreprise, vous voudrez aussi la choisir par rapport au sens qu'elle porte. Je ne sais pas, moi je recrute plutôt des jeunes, et nous on a de la chance pour une entreprise où on porte du sens, mais c'est toujours ce qui revient. C'est moi je veux faire un truc qui soit utile, je veux faire un truc qui soit bon pour la planète, ou pour le social, ou pour voilà. Mais il y a quand même cette question de on n'est pas là pour faire que de l'argent, on est là aussi pour mettre de sa personne, se réaliser, avoir des objectifs plus hauts. Et donc ça, quand les entreprises prennent en compte ces sujets, ben c'est important par rapport aux collaborateurs, ça incite les collaborateurs à aller dans les entreprises et ça permet de préparer les mutations économiques puisque les métiers de dans 10 ans, on ne les connaît pas encore et c'est clair qu'ils vont être en lien avec le carbone, la biodiversité, le social, enfin, tous ces sujets-là qui n'étaient pas des sujets qu'on investissait beaucoup dans le passé. Il y a un autre élément qui est faire sa part. Quand on a une entreprise, et surtout quand on a une entreprise qui utilise des ressources naturelles, ben, c'est quand même sympa de rendre un peu à la nature ce qu'elle nous donne. C'est le principe de charity là, des États-Unis. Donc, ben, pouvoir donner à ceux qui nous donnent. Je vais vous parler brièvement de biocénie pour qu'on rentre vraiment dans le concret, pour vous montrer comment, en fait, on peut accompagner les entreprises et comment elles peuvent bouger. Donc, Biocénie, c'est une société coopérative que j'ai créée il y a 11 ans. Il y a 11 ans, on était très en avance de phase sur le sujet biodiversité et entreprise. Bon, vous, ça vous paraît normal, ou presque normal, mais il y a 11 ans, c'était absolument pas normal. On se demandait quel était le lien. On est maintenant 9 collaborateurs. On ouvre un bureau à Paris en 2024 et on travaille en partenariat. On a des projets de R&D avec l'école d'ingénieurs de Turpan, l'université Paul Sabatier sur les parties scientifiques. Nous, on a décidé d'adresser les entreprises de manière très concrète parce que justement, en 2012, c'était super compliqué de leur parler de stratégie biodiversité. Maintenant, on peut leur en parler, mais il y a 10 ans, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on leur a proposé des solutions clés en main qui s'adressaient à leur site d'entreprise. Donc, en fait, maintenant, on a 2 types de solutions. Des solutions qui s'adressent au site des entreprises et pour faire évoluer les sites des entreprises, le foncier, en fait, des entreprises. Et des solutions qui s'adressent plutôt à leurs activités, c'est-à-dire comment, dans leur chaîne de valeur, elles prennent en compte la biodiversité. Donc, à la fois, on implante des ruches dans les entreprises. Donc, je reviens à mon histoire de début de comment ça s'est créé. Au départ, on était exclusivement sur l'implantation de ruches dans les entreprises. Et au fur et à mesure, on allait tirer la pelote de ce sujet de biodiversité dans les entreprises et on leur a proposé d'autres choses. Donc, on fait de l'éco-pâturage, on met des moutons dans les entreprises pour faire de la tonte. On va faire des diagnostics de leur site pour faire des recommandations et faire en sorte qu'ils puissent plus accueillir les espèces. Donc là, c'est la partie vraiment sur les sites. Et puis, on a une partie qui est plus dans le conseil, notamment auprès des aménageurs et des promoteurs, quand on fait des bâtiments, que ce soit pour des bureaux ou du logement collectif, on a un gros impact sur la biodiversité. On artificialise les sols, on a du béton, donc on émet vachement de CO2, on déforeste, c'est vraiment important. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces projets minimisent leur impact sur la biodiversité. Et pour ça, on accompagne donc les promoteurs et les aménageurs pour qu'ils puissent le prendre en compte dès la conception. Parce que quand on le prend dans la conception du projet, ça ne coûte pas cher, ça coûte presque rien, parce que c'est beaucoup une démarche de bon sens quand même. En revanche, quand on le prend un peu plus tard, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut faire des adaptations. Et l'autre élément de conseil que l'on a, c'est un peu comme on pourrait faire sur une analyse de cycle de vie carbone. On fait des analyses de cycle de vie biodiversité, c'est-à-dire dans ma chaîne de valeur, où sont mes impacts, où sont mes dépendances, et comment je mets en place des plans d'action pour le diminuer.
Donc, on a un éventail d'actions qui est assez large. Et ce que je voulais faire, c'était, avant qu'on passe à l'échange, c'était rentrer de manière un petit peu plus opérationnelle dans une solution. Je crains que ça soit un peu blabla. Et du coup, je vais boucler sur le carbone. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait concrètement. Comme si vous étiez une entreprise, d'accord? Imaginons que vous êtes une entreprise, vous appelez le phage, une grosse entreprise, et vous émettez du carbone. Et vous vous engagez dans une démarche ERC, éviter, réduire, compenser. D'accord? Donc, d'abord, dans votre. Donc, vous faites des bâtiments, vous avez des commerciaux, vous avez des responsables de programme, donc vous émettez beaucoup de CO2. Il y a une partie dont vous allez essayer d'éviter. Voilà, vous allez peut-être faire des projets autrement pour éviter le CO2. Vous allez faire voyager moins de personnes. Voilà. Il y a une deuxième partie, vous allez réduire. Donc, vous allez essayer, par exemple, d'utiliser des véhicules électriques au lieu de véhicules essence, faire des stages éco-conduite, avoir du béton bas carbone, voilà, ce genre de choses. Et puis, bon, vous avez une activité économique quand même, hein, donc vous faites des bâtiments, vous émettez donc du CO2. Et donc, vous allez vous engager dans une autre partie, c'est la dernière partie, qui s'appelle la compensation. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises qui parlent de neutralité carbone, même si c'est sujet à caution quand même. C'est-à-dire qu'elles s'engagent à compenser la totalité de leurs émissions. Et donc, nous, on a monté avec l'école d'ingénieurs de Purpan, un expert forestier et le conservatoire des espaces naturels, une solution autour de la forêt qui permet aux entreprises d'équilibrer leur empreinte carbone. Alors, comment ça marche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on n'a pas de problématique de reforestation. On a suffisamment de forêts. Par contre, elles sont très mal gérées et elles sont morcelées. Donc, c'est toujours bien de planter des arbres, il n'y a pas de souci, surtout dans le Haut-France où il y a eu un passé industriel où il y a eu beaucoup de déforestation, mais ce n'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des forêts qui puissent être conservées et qu'on ne les coupe pas pour faire du bois d'œuvre, par exemple, ou du bois de chauffe. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit aux entreprises? On leur dit, voilà, vous réalisez votre bilan carbone. Là aussi, il y a des gens qui doivent réaliser des bilans carbone. Vous engagez dans cette démarche-là. Et sur la partie compensation, on vous propose de compenser toute ou partie de vos émissions. Donc, imaginons, j'ai un projet, là, je fais la nouvelle école de TBS. La nouvelle école de TBS, j'ai 5000 tonnes équivalent CO2 que je ne peux pas... je fais mon école, donc je ne peux pas les supprimer. Je vais m'engager sur ces 5000 tonnes, soit les compenser entièrement, soit les compenser pour partie, en disant je vais compenser les matériaux, je vais compenser le transport, voilà, on choisit, puisqu'il n'y a rien d'obligatoire. Nous, on est dans des marches volontaires. On n'est pas du tout dans le réglementaire. Imaginons, vous décidez de compenser 100 tonnes équivalent CO2. En fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire correspondre une somme à ces 100 tonnes équivalent CO2. Auparavant, on a fait des calculs carbone des forêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les forêts sont différentes et elles ne stockent pas du tout de la même manière. Si c'est selon l'âge de la forêt, si c'est du résineux, du feuillu, etc., ça ne stocke pas de la même manière. Donc, on fait des calculs carbone, on fait un inventaire de la faune et de la flore de la forêt, et ensuite, on fait correspondre l'empreinte carbone de l'entreprise à ces calculs carbone qui ont été faits. Imaginons, vous, 5000 tonnes équivalent CO2, elles correspondent, je ne sais pas, à 5000 hectares dans telle forêt et dans X nombre d'arbres. Et en fait, c'est comme une opération de mécénat, c'est-à-dire que les montants que l'on va récupérer sont donnés pour partie aux forestiers pour faire de la gestion forestière, c'est-à-dire améliorer le stockage carbone des forêts et améliorer la biodiversité. Parce que si on n'a que des forêts d'eucalyptus, ça n'a aucune utilité pour la biodiversité. Personne, aucun oiseau n'habite dedans, personne ne se nourrit avec, voilà. Et donc, on va fixer des trajectoires aux forestiers et en compensation, en fait, de l'effort supplémentaire qu'on leur donne pour gérer leur forêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient gérées durablement. Et en plus, on va leur donner une trajectoire particulière d'excellence sur la biodiversité et le carbone. Et à ce moment-là, on les rétribue pour ça. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, comme nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir avoir des vieilles forêts, parce que ces forêts-là, c'est des forêts qui sont gérées, c'est-à-dire qu'il y a de la coupe quand même. Alors, c'est pas de la coupe rase, c'est géré durablement, tout ça, mais il y a quand même de la coupe. Et donc, pour travailler sur la partie vraiment réservoir de biodiversité,
on va capter 10% des sommes et on les donne au Conservatoire des espaces naturels pour qu'eux fassent de l'acquisition foncière de vieilles forêts. Donc, ils vont acheter ces vieilles forêts qui sont très intéressantes pour les insectes, notamment. Parce que dans les vieilles forêts, il y a des insectes qui dégradent le bois, qui sont assez rares. Et donc, on va retrouver dans ces forêts-là. Et donc, ces forêts-là, on les soustrait au marché privé et on va les laisser ce qu'on appelle la libre évolution, c'est-à-dire qu'on va les laisser vieillir et ces forêts seront utilisées que pour l'étude scientifique. Voilà. Donc, en fait, c'est pour vous donner l'exemple d'une action où il y a un modèle économique, mais qui est aussi très intéressant du point de vue de la biodiversité, du carbone et aussi territorialement, puisque les forêts, elles sont locales. C'est-à-dire qu'on ne propose pas à Eiffage, donc je reprends mon exemple qui est à Toulouse, d'aller compenser au Pérou. Alors oui, c'est un groupe mondial, Eiffage, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de créer du lien sur son territoire par rapport à ses collaborateurs. C'est quand même vachement plus sympa d'aller se balader dans la forêt à côté de toute façon, ils n'aiment pas les animaux au Pérou, je crois. C'est par rapport aux collectivités, à leurs clients, etc. Donc en fait, on essaie de trouver des ponts entre ce qui est intéressant pour la biodiversité et ce qui va intéresser l'entreprise pour les rapprocher et en arriver à une vision plus stratégique ensuite. Et donc ça va être votre rôle quand même. Bon, je pense qu'on va vous bassiner aussi avec ça, mais enfin, vous avez une grosse responsabilité, et vous aurez une grosse responsabilité dans comment les modèles économiques vont être faits sur la répartition des richesses, la répartition des risques, etc. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, puis ensuite je répondrai à vos questions, si ça vous va. On a parlé de diagnostic écologique tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites des entreprises, ils sont vus comme des sites, les sites industriels des entreprises, ils sont vus comme des sites de production. C'est-à-dire ils ont une valeur de kilomètre carré. Les gens savent très bien que si j'ai 5000 mètres carrés en ville, au prix du mètre carré, ça me rapporterait comme si je le vendais. Mais ils n'imaginent pas la richesse que ça peut représenter en termes de biodiversité. Parce que ce n'est pas valorisé pour le moment, ce qui changera, hein, mais pour le moment, ce n'est pas valorisé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir dire, au lieu de tondre à 3 cm, d'avoir 0 arbre et de considérer votre site qu'à un prix au mètre carré, au contraire, devenez contributif, devenez contributeur, inscrivez-vous dans cette démarche de protection de la biodiversité, ce qui est assez simple. Et c'est de dire, voilà, quels sont les enjeux, donc où vous vous situez, est-ce qu'il y a des zones protégées, quelles espèces il y a, etc. OK, on l'identifie. On fait un inventaire sur le site, qu'est-ce que vous avez sur le site, et ensuite on fait des préconisations. Là, vous avez que des eucalyptus ou que des bambous, ça ne sert à rien. Les pollinisateurs ne trouvent pas à se nourrir, à ce moment-là, mettez tel et tel type de palette végétale et ça va pouvoir les aider. Vous avez un bassin de rétention, ça ne sert à rien. Transformez-le en le plantant, ça peut à la fois filtrer la pollution, ça peut accueillir des espèces, ça peut, voilà. L'herbe, arrêtez de tondre à 3 cm, ou alors si vous voulez tonder à 3 cm devant le bureau du président, souvent c'est lui qui aime bien avoir de l'herbe à 3 cm, et le reste, faites-le en gestion différenciée, laissez les arbres pousser, etc. Ça peut paraître trivial de dire ça, mais si toutes les entreprises, il y a quand même, je n'ai pas le nombre en tête d'entreprises, mais c'est un maillage exceptionnel, les entreprises sur le territoire. Donc, si toutes les entreprises se mettent à faire des petites choses de ce type-là, il y a fort à parier qu'on aura des bons résultats. Petit quiz pour finir? Sauf si vous avez des questions sur les deux exemples que j'ai donnés. Non? Soit je vous ai complètement endormi, soit je vous ai complètement captivé. Je préférerais la deuxième solution, s'il vous plaît. Laissez-moi mes illusions. Sur le quiz, à votre avis, combien ça stocke un arbre? Et puis, je vais prendre les réponses parce que je ne les connais pas par cœur. On va essayer de réfléchir, voilà. Allez-y. Bien, vous m'avez bien écouté, ça dépend de l'espèce. Ok, mais imaginons, à votre avis, bon déjà, est-ce que vous savez à peu près combien une personne par an émet de CO2 en France? Bon, 7 tonnes. Voilà, ça vous donne un petit... Voilà, vous émettez, alors, la moyenne, émet 7 tonnes de CO2 par an. Donc, à votre avis, combien? Parce que l'idée, c'est de que vous calculiez le nombre d'arbres que vous plantiez, que vous préserviez, pour compenser votre empreinte carbone. Donc, je vais vous donner le calcul mental, vous allez me le faire parce que moi, je ne suis pas très forte en calcul mental. Un arbre, grosso modo, donc ça dépend de l'espèce, effectivement, ça dépend de son âge aussi.
Mais on va dire qu'en moyenne, c'est 25 kilos de CO2 par an. Donc maintenant, calculez chaque année combien il faut que vous Oui. Voilà, ben allez-y. Hein. Je pense que c'est Génato, on va mettre en place la TDS. 2800 Je ne sais pas, allez-y. Moi, là, je ne suis pas. Voilà, ben, vous pourriez faire un super projet pour limiter votre empreinte carbone. Vous lancez une campagne, je ne sais pas, sur de mécénat et vous faites la forêt de TBS pour compenser l'empreinte carbone de TBS. Ça peut être pas mal. Bon, c'est pour vous donner. Alors, en forêt, par exemple, ça stocke beaucoup dans ce qu'on appelle la litière, hein, c'est-à-dire les feuilles qui sont tombées, la biomasse. Par contre, sur un arbre qu'on vient de planter, c'est plutôt dans le tronc. Donc, ça dépend. Ça dépend. Hein, c'est intéressant d'avoir ces métriques-là. Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces sur Terre aujourd'hui? Combien il y a d'espèces? D'espèces, c'est confondu, hein, d'espèces. Allez-y, lancez-vous, il n'y a rien à. Des chiffres, hein. Qui, Alex? Oui? 20 millions. Qui dit mieux? Ou qui dit moins? Je ne sais pas. 20 millions. Ensuite. Ah oui, on compte les bactéries, oui. Je ne suis pas sûre. Ah, c'est une bonne question. Parce que ma source, je ne suis pas sûre qu'elle ait compté les bactéries. Je le vérifierai. Je vous donnerai le chiffre et je vérifierai. Donc, plus de 20 millions si c'est les bactéries. OK. Qui dit mieux? Vous n'êtes pas joueur, hein? 200 millions? 200 000? 100 millions. 10 millions. Ah, vous êtes, ouais. 5 millions. Ok, allez, je vous donne la réponse. Alors, je pense qu'il ne doit pas y avoir les bactéries, mais ça me semble. Il y a 2 millions d'espèces inventoriées sur Terre. Inventoriées. Mais on estime qu'il y a près de 20 millions d'espèces. Voilà. Et c'est beaucoup, les espèces qui ne sont pas inventoriées, c'est surtout des insectes. Il y a beaucoup, beaucoup d'insectes. Quelle est l'espèce la plus rare? Je pense que vous ne trouverez pas, mais allez-y, parce que moi, je le savais quand même. Le marsouin. Waouh, alors là, je suis. Alors là. C'est un petit marsouin qui s'appelle le vaquita. C'est un petit marsouin. Vous êtes C'est lui qui peut le dire. Ah, d'accord. Et bien, bravo. Alors, effectivement, je ne savais absolument pas. J'étais très étonnée de voir que c'était un marsouin. C'est donc vous savez ce que c'est un marsouin? Ça ressemble un peu dans une baleine un peu, hein, ça ressemble un peu à ça. Une petite baleine. Vous avez regardé? Voilà, le vaquita. Vous l'avez trouvé? C'est mignon, hein? Donc, le vaquita, il ne resterait plus que 20 individus au monde. Voilà, donc probable extinction de cette espèce-là. Et est-ce que vous connaissez l'espèce la plus nombreuse? Les moustiques, c'est sûr qu'ils sont nombreux en ce moment. Hein. Les fourmis, les moustiques, ensuite les mouches, le plancton, on se rapproche. Là, vous allez pouvoir aller voir sur Internet. C'est là que la petite crevette du krill. Il y a 200 milliards d'individus. Donc, c'est une petite crevette, voilà, c'est pas tout à fait du plancton, mais c'est des crevettes que mangent les baleines, notamment. Et donc, c'est l'espèce la plus nombreuse sur Terre. C'est pour finir avec un petit jeu. Et j'espère que vous aurez à cœur d'aller chercher ces petits sujets sur la biodiversité et puis que vous pourrez peut-être choisir des métiers qui vous liront matin, qui vous donneront envie. J'écoute vos questions si vous en avez. Là, tout le monde va voir le script, la petite crevette du script, c'est ça? Ouais. Pourquoi les moutons? En fait, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est les parties. Ensuite, c'est silencieux.
Ah si, c'est silencieux les moutons. Ça, c'est quand on n'est pas avec les chèvres. Les chèvres, ça. Non, mais c'est silencieux les moutons. Et ensuite, ça permet de créer. Alors, ça ne tombe pas l'herbe de la même manière, donc ça préserve davantage la biodiversité, parce que ça ne tombe jamais à ras. Donc, ça laisse quand même des petites fleurs pour les pollinisateurs, notamment. Voilà. Et puis, le lien social, c'est vachement sympa d'avoir sur son site des moutons. Il y a des petits agneaux, on voit le berger. Donc, ça, c'est juste une question. Là, liée au bien-être, en fait, des gens, en fait, des collaborateurs qui sont sur les sites. Vous avez 0, monsieur? Ah, c'est pas vraiment une question. Ah, c'est pas vraiment une question, d'accord. Votre chiffre, ça fait pas mal les bactéries. Parce que Merci. la fourchette, elle est bien. C'est entre 600 000 et 6 milliards. Ah, ben voilà, avec les bactéries. D'accord, merci. Oui, j'avais pris la source du Muséum d'histoire naturelle, mais du coup, les muséums d'histoire naturelle sont sur les espèces, en fait, pas sur les bactéries. Oui. Le contexte de croissance, etc. La culture, c'est quelque chose qui est vachement utilisé parce que les systèmes de la biodiversité, ça soit assez évident. C'est qui a freiner la culture, si maintenant on ne freine pas la demande par la sobriété. En fait, la monoculture, c'est quelque chose, effectivement, quand vous faites de la gestion forestière sur des cultures productives, vous avez, on va dire, l'ancienne pense, c'était vous faites de la monoculture, parce que comme ça, vous faites voilà. Mais en fait, une forêt, c'est comme une usine, en fait. On a aucun intérêt à tout ces tout en conserver. Et de plus en plus, maintenant, dans les plans de gestion, même sur le label bas carbone, la monoculture, elle n'est pas du tout mise en œuvre. Au contraire, c'est la diversité. Et pour une raison simple qui est celle des aléas climatiques de résilience. C'est-à-dire, on le sait, quand il y a beaucoup d'espèces, on est beaucoup plus résilient que s'il y a une seule espèce. Donc, par exemple, si on a de la monoculture de pin, si on a une maladie sur le pin, toute la forêt se meurt. Alors que si on a choisi de faire du pin, du chêne, du frêne, etc., s'il y a une maladie sur une espèce, on a quand même les autres. Donc, je dirais que le mouvement forestier, il est plus de s'éloigner de la monoculture, en prendre soin. Après, c'est sûr que les problématiques, et c'est d'ailleurs là où on touche le problème de la compensation dans les pays du Sud, donc la compensation obligatoire, ils ont des projets de reforestation et qui sont souvent la monoculture. Par exemple, de l'eucalyptus. Donc, ok, super, ça se que du carbone, sauf qu'à un moment donné, l'eucalyptus, comme ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça sert à faire des piquets, ça sert, mais ça n'a pas d'utilité par rapport à la biodiversité, du coup, ça relâche. Là, de mon point de vue, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur le fait de ne pas faire de monoculture. Et vous avez raison, ça appauvrit énormément et on est moins résistant. Enfin, d'une manière générale, hein, c'est vrai pour tous les végétales. Si on voit notre alimentation aussi, on prend des gros risques sur notre alimentation qui sont liés à très peu d'espèces. Donc des vaches, des chèvres, des cochons, bon, il y a quand même plein d'espèces et on ressent. C'est vrai. Vous savez tout sur la biodiversité? Je vais étudier à la PDS, je vais être diplômé dans 2 ans, 3 ans. Si j'ai envie d'investir dans la biodiversité, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois reprendre une année, faire de la biologie, faire une formation d'écolo? Eh ben, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des inventaires terrain, là, ça va être compliqué. Pour faire des comptages de la faune et de la flore, il faut quand même un background scientifique. Donc ça ne sera pas accessible aux étudiants de TDS. En revanche, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement sur les problématiques de directives européennes, des rapports extra-financiers, faire en sorte que les entreprises prennent en compte ces critères-là, je pense que c'est tout à fait adapté. En plus, moi, j'en suis la preuve vivante. Hein, j'ai pas de formation d'environnement. Alors après, maintenant, ça fait longtemps, donc j'ai quand même certaines connaissances, mais je n'ai pas de connaissances de base scientifique. Et que dans l'accompagnement de projet, c'est pas gênant à partir du moment où on s'appuie sur les experts, bien sûr. Hein, c'est-à-dire, moi, je ne m'amuse pas à faire des inventaires ou à inventer n'importe quoi. Derrière, il y a une robustesse scientifique.
Et ce qui est intéressant avec le profil CBS, c'est que justement, vous êtes bien placé pour parler aux entreprises parce que vous savez, moi je pense que c'est ça qui fait qu'on est différent dans le domaine de vos études, c'est que quand on connaît les entreprises, qu'on connaît leurs problématiques du marketing, leurs approches, marché, etc., c'est plus facile d'avoir leur vocabulaire, voire de trouver des solutions ou des conseils qui leur parlent en fait. Et ça, ce lien, par exemple, les gens qui ont fait de l'écologie, ils l'ont pas. On le voit, les bureaux d'études qui font des inventaires folklore, ils les font super bien. Mais quand il faut parler aux entreprises, ils ont des postures qui sont pas entrepreneuriales. Voilà. Et qui, du coup, déstabilisent les entreprises parce que les entreprises ne sont pas là pour sauver la planète. Jusqu'à présent, peut-être ça va changer. Jusqu'à présent, en tout cas, le rôle de l'entreprise, la définition de l'entreprise, c'est de faire des profits. Voilà, elle est là pour créer de la valeur, de la richesse, etc. Pas pour sauver la planète. Donc, le fait de pouvoir avoir une formation école de commerce, ça permet quand même de garder ce dialogue, de parler des mêmes choses et de pouvoir mieux faire passer les messages. Moi, je sais en tout cas que ça m'a beaucoup servi, surtout au début, parce que quand j'arrivais dans les entreprises pour leur parler, il y a 11 ans, pour leur parler de ruches, heureusement que j'avais fait TBS. Parce que je m'habillais normalement, je n'avais pas des plans dans mes cheveux, tout ça, parce que j'avais des questions. Alors, il y a des gens qui ne me recevaient pas, il y avait des gens qui me recevaient et qui me posaient des questions du genre, quoi, on est payé pour ça. Ou vous arrivez à vivre de ça. Mais bon, après, je passe, les qui se marrent, tout ça, bon, voilà. Bon, et c'est marrant parce que ceux qui se marrent, c'est ceux qui, aujourd'hui, sont les chantres de la biodiversité, du carbone, de la RSE, etc. Et c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'ils se sont adaptés très vite et qu'ils ont fait, enfin voilà, ils en ont fait une force. Mais moi, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi d'avoir fait CBS pour la création de la boîte, mais aussi par rapport à la crédibilité qu'on peut avoir par rapport aux entreprises, puisqu'on est issu du même sérail. Hein. On remarque que dès qu'on est issu du même sérail, ça dialogue mieux. Voilà, vous dialoguez mieux en école de commerce qu'avec une école d'NG, ou vous parlez plus le même langage. En fait. Voilà, c'est une question de langage. Il y a plusieurs études qui montrent que forester à une bras, c'est pas une solution. Parce que ça peut être en dégageant plus de carbone. Pourquoi les autres solutions qui existent? Vous pensez c'est tout ce qui n'émet pas de carbone. Donc, ça va être beaucoup les énergies décarbonées. Alors, dans la compensation réglementaire, il y a tout ce qui est pour, parce que souvent, ça se fait dans les pays du Sud. Alors, c'est logique, hein, parce qu'en fait, c'est les pays du Sud qui ont les incidences climatiques un peu mieux pesantes, en fait, les pays industrialisés. Donc, les projets de compensation réglementaire sont des pays du Sud, de Madagascar, Pérou, etc. Et donc, dans ces pays-là, il y a beaucoup de projets de travaux solaires, par exemple, mais pas du CO2. Et à la connaissance, l'énergie renouvelable, éventuellement. Mais après, on est quand même beaucoup sur des projets de représentation. Même si ça peut être étudié, oui, effectivement, mais c'est lié au changement climatique. En fait. C'est pas la représentation, on va en parler, avec les effets. Oui, effectivement, l'Amazonie, on est sur des bascules où le stockage carbone, après, en compensation, c'est ne pas faire, hein. C'est pas de la compensation, hein, c'est ne pas faire. C'est éviter, réduire et avoir pas grand-chose à compenser, ce qui va dicter quand même tout nos compensations.